L'image d'un jour clair en Haute-Maurienne, près du Mont-Cenis, dans la sereine somptuosité que donne la neige au décor qu'elle enchante. Ce pourrait être le début d'un riche album, s'ouvrant sur une succession de belles cartes postales. Cependant, l'hiver était lui-même une sauvegarde. Il mettait à l'abri des atteintes de l'homme d'immenses espaces inviolés. Voici que la nature soudain s'éveille. Les herbes riches de sève se redressent et prennent leur revanche sur la neige en recul. Qui donc pousse plus loin l'audace? La promeneuse solitaire empruntant un sentier récemment rendu à la vie? La bergère qui inquiète tant de visiteurs inattendus? Ou la benne qui laisse négligemment traîner son ombre sur le roc? La montagne est généreuse jusqu'au gaspillage. Comme un tonneau trop sec, elle perd l'eau de toutes parts. Une eau qui tantôt trouve un nid entre deux murailles rocheuses, tantôt s'échappe en cascade bondissante. Une eau encore libre de choisir sa route et que retient seule la servitude de son poids qui lui enjoint de descendre aussi bas qu'il se peut. Une eau qui se brise sur les rochers en écume jaillissante avant de s'assagir entre deux rives trop précises. Cette richesse vagabonde, l'hôte de ce singulier logis a tenté de la domestiquer. S'agit-il d'un misanthrope attardé dans les joies simples d'un univers poétique et désuet? Non, plutôt d'un cœur tendre, ami des bêtes et des ruisseaux clairs, il fixe un point d'histoire sur la route du progrès. L'efficacité, on s'en doute, a d'autres exigences. Si l'on veut dépasser le stade attendrissant du moulin à eau, on comprend qu'il faille s'y prendre autrement. Et tout d'abord, grâce au mulet, la plus noble conquête de l'homme des montagnes, à les suspendre très haut vers les cimes, ces indispensables instruments de travail que sont les téléphériques. C'est le mulet qui transporte les premiers matériaux. Le sabot anguleux de la bête courageuse découvre d'emblée, entre deux pierres, le rebord solide où se poser. Et la lourde charge qu'elle peut transporter n'altère en rien la sûreté de son pas. Tout en cheminant dans les sous-bois, les caravanes se succèdent à l'assaut de la montagne, un assaut pacifique où s'affirme seulement la victoire de l'homme sur la nature. Bête patiente et qu'on dirait consciente de la difficulté du problème de géométrie qu'elles ont à résoudre. Se perdre aussi longtemps qu'il le faudra dans les caprices sinueux et les méandres lents d'un chemin de montagne, passant à gué, s'il le faut, les ruisseaux scintillants, afin que demain, par la grâce du fil tendu d'un téléphérique, la ligne droite redevienne le plus court chemin d'un point à un autre. Désormais, un réseau de chemins de fer est en place, dont les rails enjambent le gouffre. Il est ouvert au trafic marchandises comme au trafic voyageurs. C'est du moins ce que laisse entendre la diversité des wagons. Tantôt une plateforme destinée au ciment et au fer, tantôt une berline réservée au personnel. On dispose pour le transport aérien de 10 téléphériques d'une longueur totale de 26 km. Cependant, quelque peine qu'ait coûté leur construction, et l'on a vu les efforts que bêtes et gens ont déployés, quand ils sont accrochés, rien n'est encore fait. Il est vrai que sans eux, rien ne l'aurait jamais été. Nous n'en sommes encore qu'au hors d'heure. Le gros de l'ouvrage commence avec le percement de la galerie. Pour alimenter le barrage et au moyen d'une conduite forcée de 1800 mètres, une usine au fond de la vallée, il s'agit de creuser une galerie à flanc de montagne et capter au passage chacune des chutes qui, sans elles, auraient poursuivi inutilement leur course folle. On quitte pour un temps les grands espaces clairs pour s'enfoncer dans le flanc de la montagne. Le marteau pneumatique aide à cette lente progression face à une muraille qui cède lentement devant ses soubresauts. Les puissantes machines qui concourent au déblaiement reproduisent très exactement le geste de l'homme rejetant par-dessus l'épaule sa pelle chargée. Et c'est comme une cage thoracique qu'on apporte à la masse rocheuse pour la faire mieux respirer. Le béton se moule autour de ce poumon d'acier. Comme deux aveugles se cherchent, deux équipes au cœur de la roche marchent l'une vers l'autre. Leur rencontre va consacrer la victoire de la ténacité, celle de l'imagination, la victoire du calculateur et du géologue.
Mais on ne dérange pas impunément les divinités infernales. Des précautions s'imposent, dont l'oubli menacerait l'œuvre des mineurs et compromettrait la solidité de l'ouvrage. Des poches d'air demeurées entre le bétonnage et la roche, autant d'interstices dans lesquels il convient d'insuffler du ciment pour obtenir l'étanchéité de l'ensemble. C'est une sorte de pneumothorax que l'on fait subir à la montagne. Les eaux recueillies par la galerie se déverseront dans une conduite forcée qui les acheminera vers l'usine. Mais la jonction entre galerie et conduite forcée réclame des soins particuliers. Il convient de renforcer à cet endroit la paroi rocheuse qui risque, ici plus qu'ailleurs, de céder à la pression de l'eau. Pour cela, on injecte dans la roche de longues coulées de béton disposées en rayons autour de la galerie. Il faut auparavant leur ouvrir un chemin et l'eau qui accompagne la rotation du taillant sert à la fois à le refroidir et à évacuer les poussières. Ce travail de taupe avait un sens. L'usine s'apprête à turbiner les eaux. Maison propre et calme qu'un ronronnement seul troublera. Maison tranquille, au cœur de son verger métallique où les isolateurs figurent les gros fruits charnus de l'automne. L'usine, par-delà le temps et l'espace, tend la main au moulin à eau des temps révolus pour donner l'image développée d'une évolution étalée sur des siècles. La conduite forcée résultante verticale trouve d'emblée sa place dans le paysage et, nouvelle venue, s'y installe aussi naturellement que le clocher des jours anciens. Dans les salons vieillots des calmes demeures provinciales, la maîtresse de maison recouvre d'une housse fauteuils et canapés. Ici, la neige et l'hiver prennent à l'égard du chantier et de ses machines des précautions semblables. À vrai dire, on se passerait bien de voir les travaux ainsi arrêtés pendant de longs mois, mais on ne peut échapper à cette servitude. Et la première cordée qui vient réveiller de leur long hivernage blanc les marmottes de béton ressuscite une vieille légende, l'arrivée du prince attendu au palais de la Belle au bois dormant. La vie renaît d'un coup, et bientôt, à l'entrée de la galerie, un intrus vient trébucher sur des stalagmites de cristal qui se croyaient bien éternels. Le barrage perdra bientôt sa belle housse blanche, puis, comme un dormeur que l'on dérange, il étirera ses grands bras de métal que le froid avait engourdis. Quant au premier voyage du téléphérique, c'est tout juste s'il ne prend pas l'allure d'une solennité. Et le printemps l'emporte, qui arrache à la momie ses dernières bandelettes. Avec lui recommence le rude travail de la carrière. On donne ici une forme géométrique aux énormes blocs qui vont constituer le revêtement et la crête du barrage en construction. On s'étonne de la docilité de la pierre qui, sous la pression croissante d'un alignement de coins jumeaux, se fond comme une ardoise et garde la force de prendre le train pour aller demander au tailleur de l'aider à se faire belle. Au tailleur de pierre, évidemment. On se croirait à l'arrivée d'un train de banlieue, crachant sa gerbe de vapeur au terme d'un voyage aux horizons bornés. Même s'il faut auparavant faire la queue au portillon, il y aura dans le concasseur de la place pour tout le monde. Dans la chaîne à godets d'abord, et ensuite dans les bennes du téléphérique, chaque morceau de pierre réduit aux dimensions requises réussira à se caser.
mêmes bennes, à son tour, le ciment trouvera sa place. Mais ils n'empruntent le téléphérique pour entrer à leur voulu dans le cycle du béton qu'au-dessus d'une altitude que les camions utilisés jusque-là ne pouvaient dépasser. On ne peut manipuler sans précaution la fine poussière impalpable qui aveuglerait l'ouvrier, irriterait sa gorge et ses poumons s'il l'abordait sans masque et les yeux nus. Quand la benne a reçu toute sa charge, on ferme sur elle une lourde porte de fer qui la met à l'abri du vent. Puis on la confie à l'espace. Une autre benne accueille le ciment. Les remous bientôt s'y apaisent comme des vagues fatiguées. Et c'est un nouvel envol du ciment. Un large coup d'aile au-dessus de la vallée. Enfin, dans cette forêt métallique où les gros blocs l'ont précédé, l'arrivée du ciment à pied d'œuvre. Au terminus, ce singulier aiguillage digne d'un monde renversé, où l'aiguilleur commande à ses rails en tournant ses regards vers le ciel. À la station supérieure, avant qu'elle ne rencontre le ciment, une partie de la pierre sera à nouveau concassée, puis broyée et transformée en sable. Il en viendra d'autres par camion qui restera à l'état de cailloux. Après ce tonneau en mouvement qu'on appelle un trommel, il ne manquait plus qu'un tapis roulant pour que l'illusion fût complète. Nous sommes à n'en pas douter au Luna Park de la pierre cassée. Le dosage des matériaux est automatique, aux proportions exactement définies. Et la bétonnière recrache dans un hoquet la charge qu'elle a reçue. Et voici que s'affirment les premiers résultats de tant d'efforts. Le barrage s'élève tassé au ventre d'une vallée boisée. Même lorsqu'il croit inventer, le technicien est borné dans ses moyens. L'ancien le retient et le limite au moment où il s'apprête à créer du nouveau. Ne rend-il pas ici, en redécouvrant la signification mécanique de l'opposition du pouce aux autres doigts, un hommage à la perfection de cette machine intelligente qu'est la main de l'homme ? Mais si la machine décuple la force du bras tendu, elle se crispe sur l'objet saisi et il lui manque encore la souplesse et la dextérité du modèle qu'elle s'est inconsciemment donné. Le barrage approche de sa silhouette définitive, en même temps qu'il préfigure l'allure générale qu'il va imposer à la vallée. Et c'est désormais un balai aux figures bien connues et dont les mouvements sont précisément minutés. Ceux du train qui conduit le béton là où il faut, ceux des grues qui l'enlèvent et le déposent sur le barrage qui grandit d'autant. Si le rythme est rapide, c'est que chacun ici connaît la valeur du temps et doit lutter de son mieux contre la menace de l'hiver et de la torpeur qu'il apporte dans ses flocons blancs. L'ouvrage lui-même est construit en deux parties pour mieux épouser les données du relief et mieux s'accrocher à l'éperon rocheux qui demeure en son milieu.
Un lac nouveau vient de naître que la géographie n'avait pas prévu. Un lac qui devra sa substance à tant de cascades vagabondes, aujourd'hui asservies et qui conjugueront au cœur de la terre leurs forces désormais utiles. C'est comme le visage du ciel frileusement emmitouflé dans sa fourrure sombre. Et tandis que se continuera indéfiniment le cheminement silencieux et efficace de la houille blanche, le lac créé par l'homme essaiera de se faire admettre par le paysage que sa création avait un instant violenté. Déjà, le vieux berger si attaché soit-il au décor qu'il a vu naître, déjà les rudes montagnards qui rentrent leur foin au soleil doux ont cessé de regarder le barrage comme un intrus venu s'asseoir à la table de famille sans y être invité. Leurs enfants viendront à penser que de tout temps il occupa sa place d'aujourd'hui, par-delà le balancement des hautes herbes, au creux de la vallée qu'il régularise, autant qu'il l'enrichit et la fait plus belle.